tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen. Nous vous proposons cette semaine un tour d'horizon de la diplomatie européenne. Depuis 2014, sa chef est une Italienne, Federica Mogherini, appuyée sur un service d'action extérieure conséquent. Mais certains observateurs jugent cette diplomatie aux abonnés absents. Alors si les 28 croient au pouvoir du soft power, de la soft diplomatie par le dialogue et le développement, ils s'engagent aussi sur des théâtres extérieurs, mais en ordre dispersé. Alors comment définir leur rapport avec la Russie depuis l'agression ukrainienne? Quid de l'ambition euro-méditerranéenne, noyée, semble-t-il, dans une crise migratoire sans fond. Ses relations aussi avec le Maghreb et le Moyen-Orient semblent se résumer à la lutte contre le terrorisme. Pour en débattre aujourd'hui, des députés européens en notre compagnie. Gilles Pargnot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes socialiste, comme le président Hollande d'ailleurs, pour la France qui est jalouse, on dira, de ses prérogatives diplomatiques. On va en parler bien sûr. Renate Weber, vous êtes en notre compagnie également, députée européenne roumaine des libéraux et démocrates. Les pays de l'Est sont particulièrement sensibles à cette question de nos rapports avec Moscou et le voisin russe. Vous êtes aujourd'hui face à Fabio Massimo Castaldo. Bonjour, député européen de l'Europe des libertés et de la démocratie directe. En vérité, ce groupe cache le mouvement 5 étoiles, dont vous êtes un membre. Vous êtes de la même nationalité que notre chef de la diplomatie, Federica Mogherini, on l'avait dit, italienne évidemment. Nous sommes également avec Philippe Lamberts, bonjour, député européen du groupe des Verts qui nous vient donc de Belgique. Et en effet, vu de Bruxelles, on a l'impression un peu de cafouillage, de désordre. Pourquoi est-ce que l'Europe, Monsieur Pargnot, première puissance d'aide au développement, ne capitalise pas sur cette diplomatie du portefeuille qu'elle sort très souvent pourtant? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que le monde est en crise. Le monde est en crise et bien évidemment, il est donc difficile que nous puissions avoir une diplomatie européenne qui puisse tirer son épingle du jeu. Et puis en même temps, on le voit, les prérogatives des États membres sont toujours très puissantes. Je pense notamment à la France et sa diplomatie, mais à d'autres également, le Royaume-Uni. Donc on voit bien que bon nombre d'États membres n'ont pas envie que la diplomatie européenne soit sur le devant de la scène en première ligne. Et pourtant, Federica Mogherini est une haute représentante courageuse qui a une vision. Et je pense que dans les années à venir, la résolution des crises se passera par la diplomatie européenne. Alors, votre compatriote, Federica Mogherini, vous satisfait aussi? Elle a fait des débuts remarqués et remarquables pour autant? À mon avis, Federica Mogherini a essayé de relancer un peu cette figure, vu que son prédécesseur, Madame Ashton, visiblement, à mon avis, n'avait pas essayé de pousser beaucoup dans ce sens. Il avait dans pas mal de fois joué plutôt dans les champs anglais que dans les champs européens. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une vraie diplomatie européenne? À mon avis, il y a beaucoup de crises qui sont en train de démontrer plutôt le contraire. Par exemple, la crise libyenne, dans laquelle on a vu les principaux pays européens aujourd'hui qui sont concernés dans les théâtres. Je parle donc de la France, le Royaume-Uni, l'Italie, chacun qui a un peu essayé d'avoir son agenda personnel, qui n'a pas voulu vraiment coopérer. Et aujourd'hui, on se trouve avec un État failli, avec chacun qui est en train de défendre ses petits intérêts. Alors, dès qu'il s'agit de défense, en effet, on est en ordre dispersé, mais même, en vérité, il y a mis en place ce grand service d'action extérieure et tout le monde a gardé ses ambassades, y compris un petit pays comme la Belgique, soyons tout à fait honnêtes. Vous n'avez pas pour autant renoncé à vos ambassadeurs à travers le monde. Non, et je le déplore parce que si on veut se doter d'une diplomatie commune, il ne suffit pas d'avoir un instrument commun, le service d'action extérieure, il faut partager une vision commune. Or, qu'est-ce que je constate, c'est que les efforts pour rapprocher les visions géostratégiques des différents États membres, mais ces efforts sont au point mort. Chacun se dit, non, moi, ma vision du monde, c'est la meilleure, et on l'a bien vu, par exemple, sur la crise ukrainienne, où finalement l'Allemagne et la France sont allées
tenter de trouver une solution à Minsk au moment où le Royaume-Uni était aux abonnés absents. Par contre, sur la Libye, on dirait c'est plutôt la France, l'Italie qui sont en première ligne. Fabio Massimo a mentionné le Royaume-Uni aussi, mais ça dépend vraiment des sujets. Cette question très inquiétante, Madame Weber, qui a été posée par Henry Kissinger, diplomate américain. Oui. Quel numéro de téléphone pour la diplomatie? Est-ce qu'elle en a maintenant davantage? 29 au moins, hein? 9 On a 29. On a le téléphone de la haute représentante et bien sûr qu'on a aussi le téléphone des pays membres parce que c'est ça le problème. Je crois qu'on a fait des pas. Si je regarde ce mandat et toutes les crises que nous entourent, je crois qu'on a agi un peu mieux qu'avant, mais quand même avec un retard. L'Europe est toujours... L'Union européenne est toujours dépendante des décisions des gouvernements des pays membres et c'est ça qui empêche en effet la diplomatie européenne de bouger plus vite. C'est vrai que les Européens, ils ont beaucoup cru à ce qu'on appelle le soft power. La diplomatie, par l'exemple, dans les Balkans, par exemple, la perspective d'une adhésion à l'Union européenne a un peu écarté les conflits interethniques, c'est vrai. Mais le tapis rouge qui a été déroulé récemment dans un autre pays candidat, à savoir la Turquie, en choque plus d'un. Ankara a en effet menacé de remettre en cause son pacte du 18 mars avec l'Union européenne qui prévoit le renvoi en Turquie de tous les nouveaux migrants arrivés sur les îles grecques, y compris d'ailleurs les demandeurs d'asile. Du coup, Bruxelles, cette semaine, s'est prononcée en faveur d'une exemption de visa sous réserve pour les Turcs qui voyageaient en Europe. Rappel des faits. 79 millions de Turcs et seulement 900 000 qui décrochent chaque année un visa pour l'Europe. À l'avenir, ils devraient pouvoir venir plus facilement et plus nombreux en week-end à Rome ou faire des affaires à Berlin ou Paris sans visa. Car actuellement, pour se rendre en France, un Turc doit payer 60 € au consulat, attendre entre 2 et 10 jours, sachant que 5% des dossiers sont refusés. Dans 2 mois peut-être, le visa ne sera nécessaire que si le séjour dure plus de 3 mois, mais de nombreux eurodéputés français s'y opposent. Les djihadistes qui sont partis de chez nous, qui sont allés se former en Syrie et qui sont revenus chez nous pour massacrer des Français, sont passés par la Turquie. Ce qui d'ailleurs prouve que les visas, ça ne suffit pas, mais ça qui montre aussi qu'il faut qu'on prenne d'énormes précautions dans tous les contrôles des passages entre la Turquie et l'Union européenne. Pourtant, la suppression des visas est l'une des contreparties accordées par l'Europe pour convaincre la Turquie de reprendre tous les migrants arrivant en Grèce. Ankara doit quand même répondre à des critères stricts fixés par l'Union européenne, comme la mise en place du passeport biométrique, d'un droit d'asile ou encore plus de transparence dans le financement des partis politiques. Au total, 72 critères, 64 seraient déjà respectés par la Turquie. Bruxelles entend bien veiller à ce que la totalité le soit d'ici à l'été. Monsieur Pargneaux, je crois que ça ne fait pas tellement plaisir à la France, mais il semblerait que les Turcs sont nos nouveaux meilleurs amis, inconditionnellement. C'est un amour inconditionnel. Là, on est sur la dérive que nous constatons en Europe avec la montée des nationalismes. La fermeture des frontières pour les réfugiés, pour les Balkans, a ensuite autorisé ce sommet Union européenne-Turquie, ces 3 milliards d'euros, et finalement cet échec de l'Europe solidaire responsable. Et donc on voit bien que cette réelle politique mise en œuvre par l'Union européenne, au détriment, je crois, d'un certain nombre d'une politique européenne, je le répète, responsable et qui puisse être également solidaire, eh bien, démontre que, comme le disait François Mitterrand ici même en 1995, le nationalisme, c'est la guerre. Et donc nous devons revenir, y compris dans notre rapport avec la Turquie, dans une politique solidaire à l'échelle de l'Europe pour lutter contre ces nationalismes que nous connaissons en Europe. On a été 28 pour signer ce pacte et on est d'accord aussi pour libéraliser 80 millions de Turcs des visas. Est-ce que c'est pas remplacer un problème par un autre? Écoutez, est-ce que c'est de la bonne diplomatie? Il faut sérier les choses. La question des visas est une question en discussion entre la Turquie et l'Union européenne depuis bien avant le deal infâme qui a été conclu sur le refus d'accueil des réfugiés. Elle a été accélérée considérablement. Ça a été accéléré, mais un engagement avait été pris. Si la Turquie satisfait les 72 conditions qui lui ont été mises, eh bien, il y aura libéralisation des visas. Et je pense qu'il ne faut pas confondre non plus le régime
quasi dictatoriale d'Erdogan et les citoyens turcs. Je voudrais dire à Gilles Pargnot que la raison principale de la dépendance européenne à l'égard de la Turquie aujourd'hui, c'est le refus des pays européens d'emboîter le pas à l'Allemagne et la France au premier rang, de refuser d'accepter de prendre la juste part des Européens dans l'accueil des réfugiés en Europe. Si la France avait décidé d'accueillir comme l'Allemagne 1 demi-million ou 1 million de réfugiés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le président de la République, François Hollande, l'a redit récemment. On a un accord avec l'Allemagne et la France a toujours été dans le soutien. Alors, votre voisin réagit, je le vois. Que l'Allemagne se débrouille. Ça, c'était l'attitude de la France. Franchement, ce qu'on voit avec cet accord, c'est la démonstration totale que l'Union européenne n'est pas en train de respecter les décisions qu'elle est en train de voter. On a voté des décisions pour la redistribution en quotas qui n'ont pas été respectées et les pays n'ont pas voulu justement suivre cette décision. Et qu'est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve avec un accord qui n'est pas seulement politiquement inacceptable et immoral dans un certain point de vue, il est illégal. Moi, je l'ai dénoncé au sein de ce Parlement, il est illégal parce que tout le monde l'appelle un accord, mais en fait, il a été approuvé sous forme d'une déclaration et ce Parlement n'a pas pu voter. Je veux dire autre chose. Nous avons donné à la Turquie le droit de décider quel réfugié peut venir à l'Union européenne. C'est un chantage. Il ne s'agit pas seulement d'un chantage. Il s'agit d'un droit souverain d'un pays membre de décider sur ce sujet. Et je ne me souviens pas quand est-ce qu'on a décidé de donner une partie de notre souveraineté à la Turquie. Parce que ça, en même temps, il faut avoir en tête que si ce marchandage, vous avez raison, n'avait pas eu lieu, nous serions tout de même dans la grande difficulté, notamment concernant les réfugiés qui, installés, entre guillemets, en Grèce, seraient dans une situation humanitaire terrible. Donc ça veut dire que la fermeture de la route des Balkans a été déterminante. On voit que le sujet de notre rapport à la Turquie est très controversé. Progressons dans la discussion. Alors notre rapport avec la Méditerranée, il y a une grande ambition euro-méditerranéenne. On nous a expliqué qu'on allait former quelque chose d'harmonieux il y a quelques années. Puis alors ça semble avoir sombré. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Méditerranée que sous le prisme d'une crise migratoire, et j'insiste sur le mot crise parce que c'est le seul terme qui est accolé à migrants, et sur la question du terrorisme. C'est un peu réducteur quand même comme vision finalement de ce qu'on pourrait faire d'intéressant diplomatiquement en Méditerranée. Je suis complètement d'accord. En fait, on a des pays avec lesquels on pourrait travailler très bien. Je parle surtout de la Tunisie, de la Jordanie, du Liban, qui sont en train de mener des efforts incroyables aussi pour accueillir les réfugiés par les autres pays. Et avec eux, on ne fait pas assez. Au lieu de pousser sur cet exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait des accords avec, comme celui avec la Turquie. Dans ces cas-là, on est en train de confondre un pays qui est à l'origine de la crise. On le passe un peu comme un pays qui a la solution. Et on a complètement abandonné cette ambition. Et je suis aussi désolé de dénoncer un comportement du gouvernement italien, mais aussi du gouvernement français, qui est trop souple vis-à-vis, par exemple, de l'Égypte, qu'aujourd'hui, il a eu un changement de régime brutal, très autoritaire. On appelle ça un coup d'État. Et aujourd'hui, il semble être devenu un peu le meilleur ami aussi de l'Europe. Quelle ambition euro-méditerranéenne on veut relancer si on n'a pas le courage de travailler avec les pays qui sont vraiment l'exemple, et si on est encore trop souple pour des raisons commerciales avec ceux qui s'éloignent de plus en plus des on est principes sur européens. 3 exemples qui montrent que la diplomatie européenne est en marche. La Libye. La diplomatie européenne est au cœur de la proposition de reconstruire l'État libyen, avec également cette aide financière de 100 millions d'euros, permettant ainsi d'avoir un nouveau gouvernement qui stabilise la Libye. Ça stabilise la Libye et donc ça stabilise aussi la Tunisie. 570 km de frontières. Là encore, l'Europe est fortement présente pour défendre et sécuriser la Libye et la Tunisie. Et ensuite, donc, nous avons le 30 mai prochain un sommet international avec une initiative française confortée également par Federica Mogherini, notre représentante, c'est de relancer la paix entre Israël et la Palestine. Car on sait qu'il s'agit là d'un sujet qui est aussi au cœur de la paix que nous devons construire au Moyen et au Proche-Orient. Basculons à l'Est, parce que à l'Est,
Rien de nouveau, on a presque envie de dire, c'est qu'on est en train d'oublier qu'on a un contentieux grave avec M. Poutine, Renate Weber, à propos de l'Ukraine, son occupation de la Crimée, ou ça dépend des pays, là encore? Oui, ça dépend parce que la vérité, c'est que nous n'avons pas oublié. Et je vois que ça, c'est une mémoire d'histoire récente qui est vraiment partagée, pas seulement par les pays de l'Europe centrale et l'Est, mais aussi des pays de la Scandinavie. Mais en tout cas, je trouve que même en parlant de donner à M. Poutine maintenant la possibilité de se comporter comme avant, c'est comme si nous-mêmes, nous acquiesçons au fait que oui, c'est normal de violer le droit international. Ça, c'est inacceptable. Les Italiens, ils se tâtent pour lever les sanctions, etc. Il y a quand même maintenant vraiment débat sur la position vis-à-vis de la Russie, pardon. Tout à fait, parce qu'en fait, cette politique des sanctions n'a pas démontré d'être efficace. N'a pas démontré d'être efficace pour trouver une solution stable. Moi, je pense que le mal aujourd'hui de la diplomatie européenne, surtout, c'est l'incohérence. Je ne comprends pas pourquoi on veut être les meilleurs amis de la Chine, les meilleurs amis de l'Égypte, les meilleurs amis de beaucoup des pays qui sont sous des régimes clairement autoritaires et on ne veut pas dialoguer avec la Russie. Si nous ne voyons pas que la Russie fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser l'Union européenne, alors nous sommes aveugles. Il faut savoir où sont nos amis. Je pense qu'on va devoir conclure là-dessus. Merci à vous d'avoir très bien illustré ces débats qui secouent la diplomatie européenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Rendez-vous dans la seconde partie avec Gauthier Rybinski et Dominique Bayard. Ils interviewent Georges Dassis, un Grec qui dirige le comité économique et social européen, qui parle d'Europe sociale et même de traités transatlantiques. À tout de suite, juste après la pause, avec nos amis.